Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion où nous explorons ensemble une vision ambitieuse et réfléchie pour un curriculum éducatif algérien. L'Algérie, riche de son histoire, de sa diversité culturelle et de ses aspirations modernes, mérite un système éducatif à la hauteur de ses ambitions. Pourtant, l'éducation aujourd'hui est confrontée à des défis importants. L'adaptation aux évolutions du monde numérique, la prise en compte des identités linguistiques multiples et surtout la préparation des générations futures à relever des défis de demain. Dans cet épisode, je vous invite à réfléchir avec moi à ce que pourrait être un curriculum éducatif algérien idéal. Quelles valeurs devons-nous transmettre à nos élèves? Comment intégrer harmonieusement nos langues, l'arabe, l'amazigh et les langues étrangères, pour qu'elles soient des outils de cohésion et d'ouverture. Et surtout, comment bâtir un curriculum qui valorise à la fois notre patrimoine national et les compétences globales nécessaires pour un avenir prometteur. Ensemble, nous explorerons les principes fondamentaux qui devraient guider ce curriculum, les domaines prioritaires à développer et les moyens de créer une éducation inclusive, innovante et adaptée à notre contexte local. Préparez-vous à une plongée dans les idées stimulantes et des propositions concrètes qui, je l'espère, susciteront une conversation collective pour le futur de l'éducation en Algérie. Alors, restez avec moi pour découvrir cette vision porteuse d'espoir et de transformation. C'est parti, rebonjour. Créer un curriculum éducatif pour un pays comme l'Algérie nécessite une approche systématique qui prend en compte le contexte culturel, social et économique du pays. Voici quelques étapes clés à suivre. Premièrement, l'analyse du contexte national. Et là, on doit étudier les besoins et les propriétés et les priorités éducatives de l'Algérie, y compris les défis socio-économiques, politiques et culturels. Il faut aussi considérer les politiques éducatives existantes, les objectifs nationaux et les attentes de la société. Bien sûr, l'analyse du contexte national est une étape cruciale dans la création d'un curriculum éducatif et pour cela, voici des éléments à prendre en considération ou à prendre en compte accompagnés d'exemples spécifiques à l'Algérie. Premier contexte qui est le contexte socio-économique qui a deux volets, le volet démographique et le volet de l'économie. Pour le volet de démographie, on doit comprendre la structure démographique du pays, y compris le taux de la natalité à la répartition par âge. Par exemple, l'Algérie a une population jeune avec une grande partie des citoyens âgés de moins de 30 ans, ce qui implique une nécessité d'éducation adaptée à cette tranche d'âge. Le deuxième volet qui est le volet économique, et là on doit évaluer les secteurs clés de l'économie comme l'agriculture, le pétrole et le gaz et même l'énergie solaire et réfléchir à comment le curriculum peut répondre aux besoins du marché du travail. Par exemple, promouvoir l'enseignement des compétences techniques et professionnelles en lien avec les secteurs en croissance. Deuxième contexte, qui est le contexte culturel et historique, et lui aussi, il a deux volets. Le premier volet qui est la langue et la diversité culturelle. Et là, l'Algérie est un pays multilingue avec l'arabe et l'amazigh comme langue officielle, ainsi que les langues étrangères largement utilisées. Cela doit se refléter dans le curriculum, par exemple en proposant des cours dans ces différentes langues pour assurer l'inclusivité. Le deuxième volet du contexte culturel et historique, c'est le volet
identité nationale. Et là, on doit tenir compte de l'histoire et des valeurs culturelles algériennes telles que la lutte pour l'indépendance et le patrimoine berbère, par exemple, pour intégrer ces éléments dans l'éducation civique et les programmes d'histoire, par exemple. Il y a aussi un autre contexte qui est le contexte du système éducatif actuel. Et ici, on a le volet analyse des résultats scolaires. Là, je pourrais dire qu'il faut examiner les performances des élèves dans les évaluations nationales et internationales s'il y a lieu, comme les tests de PISA, par exemple, pour identifier les points faibles du système éducatif. Par exemple, si les élèves montrent des lacunes en mathématiques et en sciences, cela peut guider le développement du programme de soutien. Deuxième volet, c'est l'infrastructure et ressources. Et là, on doit évaluer les infrastructures scolaires, l'accès aux technologies de l'information et de la communication et la disponibilité de ressources pédagogiques. Par exemple, les zones rurales peuvent avoir des besoins spécifiques en matière d'infrastructure et de formation des enseignants. Quatrièmement, le contexte politique éducatif. Et là, on a aussi deux volets qui sont les réformes passées et actuelles. Ici, on doit analyser les réformes éducatives mises en œuvre telles que la révision des programmes scolaires ou l'introduction de l'éducation à la citoyenneté, par exemple, pour en tirer des leçons. Comme exemple, je pourrais dire si une réforme antérieure a échoué à intégrer les technologies, par exemple, cela pourrait indiquer un besoin de formation pour les enseignants. Le deuxième volet, c'est l'objectif du gouvernement. Et là, c'est un objectif qui est vraiment très, très intéressant. Ici, on doit examiner les objectifs de développement durable de l'Algérie et comment l'éducation peut contribuer à ces objectifs, notamment en matière de réduction de la pauvreté, d'égalité entre les sexes en matière d'accessibilité au travail et de la durabilité environnementale. Et comme je dois ici citer comme exemple pour l'analyse du contexte socio-économique, et là je dirais dans le volet démographique, par exemple, on citera qu'en 2020, environ 30% de la population algérienne avait moins de 15 ans. Cela souligne l'importance d'un curriculum ou un programme scolaire qui prépare les jeunes à un marché du travail en évolution. Pour le contexte culturel, là, par exemple, dans le volet langue, il faut intégrer l'enseignement des langues arabes, amazighes et étrangères dès le primaire pour refléter la diversité linguistique du pays et améliorer la communication interculturelle. Pour le système éducatif, et là, dans le volet performance, par exemple, performance scolaire, je cite un exemple où si les résultats des évaluations montrent que les élèves algériens ont des difficultés en mathématiques, cela pourrait conduire à renforcer l'enseignement des mathématiques au primaire en introduisant des méthodes d'apprentissage plus interactives. Et finalement, le volet politique éducatif, et là, je citerai un exemple sur les objectifs gouvernementaux en alignant le curriculum avec les propriétés du gouvernement, comme le développement des compétences numériques. Par exemple, en ce temps-là, on parle beaucoup de Al-Raqmana. Il est possible de préparer les élèves à un avenir où les compétences technologiques sont essentielles. Un deuxième point qu'on doit prendre en considération pendant la préparation d'un curriculum, c'est
impliquer les parties prenantes ou l'implication des parties prenantes. Et là, on doit organiser des consultations avec les enseignants, les administrateurs, les parents, les élèves et d'autres acteurs clés pour recueillir leurs avis et suggestions. Deuxième point, il faut inclure des experts en éducation et en psychologie du développement pour s'assurer que le curriculum répond aux besoins d'apprentissage des élèves. Et là, je pourrais dire que impliquer les parties prenantes dans le processus éducatif est crucial pour garantir que le curriculum soit pertinent, efficace et adapté aux besoins de la communauté scolaire. Les parties prenantes incluent les enseignants, les parents, les élèves, les administrateurs, ainsi que des membres de la communauté et des experts en éducation. Voici des détails sur l'importance, sur leur implication, des exemples concrets et des anecdotes illustratives. Premièrement, l'importance de l'implication des parties prenantes. Et là, on a trois volets. Le premier volet, c'est de renforcer la collaboration, c'est-à-dire l'implication des parties prenantes favorise un climat de collaboration où chacun se sent valorisé et écouté. Cela contribue à créer une communauté éducative forte. Deuxième volet, c'est l'amélioration de la pertinence du curriculum ou améliorer la pertinence du curriculum. Et là, je dirais que les retours d'expérience des parties prenantes permettent d'adapter le curriculum pour mieux répondre aux besoins des élèves et des réalités locales. Troisièmement, favoriser l'engagement. Lorsque les parties prenantes sont impliquées, elles se sentent plus investies dans le processus éducatif, ce qui peut augmenter l'engagement des élèves et des familles. Deuxième point, c'est méthode d'implication des parties prenantes, c'est-à-dire comment faire impliquer les parties prenantes. Et là, je pourrais citer le premier point qui est exécuter ou faire des réunions régulières. Et là, on doit organiser des réunions avec les enseignants, les parents et d'autres parties prenantes pour discuter des progrès, des défis et des objectifs éducatifs. Par exemple, une école peut organiser des réunions trimestrielles pour faire le point sur les résultats scolaires et solliciter des idées pour améliorer le curriculum. Deuxième point, c'est avoir des groupes de discussion. Et là, je dirais que la création des groupes de discussion impliquant des enseignants, des élèves et des parents pour recueillir des retours sur le curriculum et les méthodes d'enseignement pourrait aider dans le processus de préparation de ce curriculum. Un groupe de parents, par exemple, peut être formé pour discuter des questions de sécurité et de bien-être des élèves, ainsi que des contenus pédagogiques. Troisième point, faire des enquêtes et des questionnaires. Puis là, il faut utiliser des enquêtes pour recueillir des informations sur les besoins et les attentes des parties prenantes. Par exemple, une école peut distribuer un questionnaire aux parents pour évaluer leur satisfaction concernant les activités éducatives proposées et leur perception de la qualité de l'enseignement. Finalement, le quatrième point qui consiste à organiser des comités de curriculum. Et là, il faut établir des comités composés de différents membres de la communauté éducative pour examiner et réviser le curriculum. Par exemple, un comité de curriculum peut inclure les enseignants de différentes matières, des parents, des élèves et des membres de la communauté pour élaborer des propositions de modification. Et comme anecdote illustrative, je pourrais dire que dans une école X qui a lancé un groupe de discussion réunissant des élèves, des parents et des enseignants pour examiner les défis liés à l'enseignement à distance, par exemple. Grâce à ces échanges, les enseignants ont découvert que de nombreux élèves avaient des difficultés d'accès à Internet, par exemple. Cela
a conduit à des efforts pour fournir un meilleur soutien technologique, y compris des prêts d'appareils, par exemple. L'implication des parties prenantes a permis de résoudre rapidement un problème critique. Un autre point que je dois soulever, c'est les bénéfices de l'implication des parties prenantes. Et là, je citerai l'écoute active, où les parties prenantes se sentent écoutées et respectées, ce qui renforce leur confiance dans le système éducatif. Deuxièmement, l'amélioration continue. Bien sûr, là, c'est l'implication qui va permettre d'identifier les problèmes et d'apporter des améliorations en temps réel, ce qui favorise un apprentissage de qualité. Finalement, il faut une responsabilité collective. Et là, la collaboration crée un sentiment de responsabilité partagée pour la réussite des élèves et la qualité de l'éducation. Et en conclusion, pour ce point, je pourrais dire que impliquer les parties prenantes dans le processus éducatif est essentiel pour garantir un curriculum pertinent et efficace. En organisant des réunions, en créant des groupes de discussion et en établissant des comités de curriculum, les écoles peuvent recueillir des retours d'informations précieux et favoriser un climat de collaboration. Ces anecdotes que je viens de citer illustrent comment l'implication des parties prenantes peut conduire à des changements significatifs et positifs, renforçant ainsi l'engagement des élèves et la qualité de l'éducation. Un troisième point qui est très important qu'il faut considérer pendant la conception du curriculum, il faut définir les objectifs d'apprentissage du curriculum qu'on veut faire. Premier point, c'est d'établir les objectifs qui sont clairs et mesurables, qui reflètent les compétences et les connaissances que les élèves doivent acquérir à chaque niveau scolaire. Il faut aussi s'assurer ou assurer l'alignement des objectifs avec les valeurs culturelles et les besoins économiques du pays. Bien sûr, il faut, je dirais aussi que définir les objectifs d'apprentissage clairs et mesurables est essentiel pour orienter le curriculum éducatif. Ces objectifs doivent être adaptés aux besoins des élèves et au contexte national. Et je vais citer quelques détails sur la façon de définir ces objectifs, accompagnés bien sûr d'exemples et d'anecdotes. Premièrement, type d'objectif d'apprentissage. Et là, je dirais que les objectifs d'apprentissage peuvent être classés en différentes catégories. Objectifs cognitifs qui concernent la compréhension et l'application des connaissances. Par exemple, les élèves doivent être capables d'expliquer les principes de base de l'économie de marché, par exemple. Objectif affectif, et là, il est relatif aux attitudes et aux valeurs. Et comme exemple, je dirais que les élèves doivent démontrer des attitudes respectueuses envers la diversité culturelle de l'Algérie. Troisièmement, c'est l'objectif psychomoteur. Et là, ça concerne les compétences pratiques. Et comme exemple, je dirais que les élèves doivent être capables de réaliser une expérience scientifique de manière autonome, en respectant les protocoles, par exemple, de sécurité. Deuxième point, c'est la formulation des objectifs selon le modèle SMART, S-M-A-R-T. Et là, les objectifs d'apprentissage doivent être formulés selon ce modèle que je viens de citer, qui est le modèle SMART, qui signifie S pour spécifique. Et là, l'objectif doit être clair et précis. M du mot SMART, il faut que ça soit mesurable, c'est-à-dire qu'on doit le mesurer. Il doit être possible d'évaluer si l'objectif a été atteint. Le A dans le mot SMART veut dire ambitieux, donc l'objectif doit être réalisable, mais aussi ambitieux.
Le R dans le mot SMART, réaliste, l'objectif doit tenir compte des ressources et du temps disponible. Et le T qui désigne le temps ou temporel. Et puis là, l'objectif doit avoir une échéance. Et comme exemple du modèle SMART pour notre pays, l'Algérie, je peux dire pour le premier point qui est spécifique, par exemple, les élèves doivent écrire un essai argumentatif là où les élèves se donnent leur opinion en se respectant l'un les autres. Mesurable, et là je dirais que l'essai sera évalué selon une grille de critères bien préparée d'avance. Pour l'ambitieux, les élèves doivent intégrer des recherches récentes sur un sujet d'actualité, par exemple. Réaliste, là, les élèves auront accès à des ressources en bibliothèque et en ligne et des informations de nos jours, par exemple. Temporel, l'essai doit être soumis dans un délai, par exemple, de 3 semaines. Je soulève aussi un troisième point où avant ça, je pourrais dire comme exemple d'objectif d'apprentissage spécifique à l'Algérie, je pourrais citer par exemple dans le cours de langue et littératie, les élèves de 4e année doivent lire et analyser un poème algérien en identifiant les thèmes principaux et les figures de style d'ici à la fin du trimestre, par exemple. En sciences naturelles, les élèves de 5e année ou en sciences générales, les élèves de 5e année doivent réaliser une expérience sur le cycle de l'eau et présenter leurs résultats sous forme de rapports écrits en utilisant des graphiques et des illustrations d'ici la fin du mois, par exemple. En éducation civique, je citerai l'exemple où les élèves doivent participer à un projet de service communautaire, par exemple, en présentant des enjeux de leur action et son impact sur la communauté à la fin de l'année scolaire. Quatrièmement, je dois donner aussi ici, dans ce point, des anecdotes pour illustrer l'importance des objectifs d'apprentissage. Et comme anecdote, je pourrais dire, lors d'un projet scolaire sur l'environnement, une enseignante a fixé un objectif d'apprentissage pour que ses élèves identifient et décrivent 3 problèmes environnementaux locaux. Les élèves ont alors organisé une sortie sur le terrain pour observer les problèmes, ce qui a non seulement enrichi leur compréhension des enjeux écologiques, mais a également, renforcé leur sentiment d'apprentissage à leur communauté. Et comme conclusion dans ce point, je pourrais dire que pour définir les objectifs d'apprentissage clairs et mesurables est essentiel pour guider l'enseignement et favoriser le succès des élèves en prenant en compte le contexte national et les besoins des élèves. Les éducateurs ou les enseignants peuvent établir des objectifs pertinents qui contribuent à un apprentissage significatif et durable. Le 4e point qu'on doit prendre en considération pendant la création d'un curriculum, c'est le choix du contenu. Et là, on peut citer par exemple qu'il faut sélectionner des sujets et des compétences pertinents en tenant compte des intérêts des élèves, de la culture algérienne et des exigences du marché du travail. Et il faut aussi intégrer des matières comme les langues arabes, amazighes et les langues étrangères, les mathématiques, les sciences, les arts et l'éducation civique, par exemple. Choisir le contenu d'un curriculum éducatif est une étape cruciale qui doit être alignée sur les objectifs d'apprentissage définis précédemment. Le contenu doit non seulement être pertinent et adapté au contexte culturel et socio-économique, mais il doit aussi répondre aux besoins et aux intérêts des élèves. Et voici quelques détails et des exemples concrets ainsi que des anecdotes pour illustrer ce processus. Premièrement, critères de choix du contenu. Là, il faut prendre en considération la pertinence, la diversité, l'actualité et le niveau d'apprentissage. En ce qui concerne la pertinence,
Le contenu doit être pertinent pour que les élèves ou pour les élèves et en lien avec leur vécu, leur culture et leur environnement. Par exemple, intégrer des thèmes algériens dans les cours d'histoire ou de littérature. Pour le deuxième point qui est la diversité, le contenu doit refléter la diversité culturelle et linguistique du pays. Et là, il faut inclure les sujets sur les différentes régions d'Algérie, par exemple, leur histoire, leurs traditions et leur langue parlée. Troisième point, c'est l'actualité. Et là, il faut intégrer des sujets d'actualité pour susciter l'intérêt et la curiosité des élèves. Par exemple, traiter des enjeux environnementaux actuels ou des avancées technologiques. Et finalement, le dernier point qui est le niveau d'apprentissage. Et là, le contenu doit être adapté au niveau de développement cognitif des élèves. Cela signifie proposer des activités et des sujets qui sont à la fois stimulants et accessibles à tous. Et comme exemple concret de contenu, je pourrais citer dans la langue par exemple dans la langue et littérature, comme thème la littérature algérienne contemporaine. Comme contenu, on peut étudier des extraits d'œuvres d'auteurs algériens tels que Kateb Yassine ou par exemple Assia Jebbar, etc., en analysant les thèmes de l'identité et de la mémoire. Et comme activité dans ce cours, on pourrait dire que les élèves peuvent écrire une lettre à l'auteur en exprimant leur réflexion sur le texte. Dans les sciences générales ou les sciences, par exemple, naturelles, on pourrait aborder le thème des écosystèmes algériens, par exemple, et comme contenu, on peut explorer les différents écosystèmes, par exemple, sahariens, méditerranéens, etc., et leur biodiversité. Et comme activité, on peut demander aux élèves de réaliser une sortie ou à l'école de réaliser une sortie sur le terrain pour observer les espèces locales et créer par exemple un herbier ou quelque chose comme ça. C'est pour l'éducation physique. Comme thème, on pourrait aborder le sujet des droits de l'homme en Algérie, par exemple. Et comme contenu, on peut étudier des textes fondateurs et des conventions internationales, par exemple. Comme activité, on peut organiser un débat en classe sur l'importance des droits de l'homme dans la société algérienne. Et je termine avec le sujet, par exemple, dans les mathématiques, on peut aborder le thème de la gestion budgétaire personnelle. Et comme contenu, on peut apprendre à établir un budget et comprendre les économies et les dépenses. Et comme activité, on peut demander où les élèves peuvent créer leur propre budget fictif pour un projet, par exemple, scolaire. Troisièmement, je pourrais aussi citer une ou deux anecdotes illustratives. Comme anecdote, je pourrais dire que, par exemple, une enseignante de mathématiques a décidé d'intégrer des projets liés à la vie quotidienne des élèves. Elle a proposé ou elle leur propose un projet où les élèves devraient créer un café fictif, par exemple, établir un menu et calculer le coût des ingrédients. Ce projet a non seulement rendu l'apprentissage des fractions et des pourcentages plus concrets, mais a également permis aux élèves de travailler en équipe et de développer des compétences pratiques de la vie courante. Quatrième point qu'il faut considérer, c'est l'intégration des technologies. Puis là, je dirais que intégrer les technologies de l'information et de la communication dans le choix du contenu, par exemple, utiliser des plateformes en ligne pour des recherches sur le sujet d'actualité ou des projets collaboratifs avec d'autres écoles, tant au niveau national qu'international. Et je conclus ce point en disant que le choix du contenu éducatif est essentiel pour créer un curriculum pertinent et engageant. En tenant compte des intérêts des élèves, de leur contexte culturel et des enjeux actuels, les éducateurs peuvent choisir des contenus qui favorisent un apprentissage significatif.
Cinquièmement, aux 5 points qu'on doit considérer en essayant de préparer un curriculum, c'est la méthodologie d'enseignement. Et ici, le premier point, c'est déterminer les approches pédagogiques et ces méthodes qui sont très, très, très importantes dans l'éducation et qui favorisent un apprentissage actif et participatif, comme l'apprentissage par projet, par exemple, les travaux de groupe et l'utilisation des technologies. Il faut aussi former les enseignants sur des nouvelles méthodes d'enseignement et sur l'utilisation efficace des ressources pédagogiques. La méthodologie d'enseignement désigne les approches et les techniques utilisées pour transmettre le contenu éducatif et atteindre les objectifs d'apprentissage. Une méthodologie efficace doit favoriser l'enseignement des élèves, encourager l'apprentissage actif et être adapté aux différents styles d'apprentissage. Et je vais citer quelques détails ou quelques exemples concrets ainsi que des anecdotes pour illustrer diverses méthodologies d'enseignement. Premièrement, méthode d'enseignement. Et là, les méthodes d'enseignement, on va parler de 3 points. Premier point, c'est l'apprentissage par projet. Les élèves travaillent sur des projets à long terme qui leur permettent d'appliquer les compétences et les connaissances acquises. Cette méthode favorise la collaboration et l'apprentissage pratique. Et comme exemple, dans une classe de sciences, les élèves peuvent mener un projet sur la biodiversité dans leur région. Ils doivent rechercher, collecter des données sur différentes espèces et présenter leurs résultats sous forme d'une exposition ou d'un rapport. Le deuxième point, c'est l'apprentissage collaboratif. Et là, les élèves travaillent en petits groupes pour résoudre des problèmes, échanger des idées et s'entraider. Cette méthode développe des compétences sociales et de communication. Et comme exemple, lors d'un cours de langue, les élèves peuvent travailler en binôme pour rédiger un dialogue puis le jouer devant la classe. Cela leur permet de pratiquer leurs compétences linguistiques de manière interactive. Et finalement, l'apprentissage par la découverte, où les élèves explorent des concepts par eux-mêmes, souvent en menant des expériences ou de recherches. Cette méthode encourage la curiosité et l'autonomie. Et comme exemple, dans un cours de mathématiques, les élèves pourraient être amenés à découvrir les propriétés des formes géométriques en manipulant des objets et en posant des questions. Ils peuvent ensuite présenter leur découverte à leurs camarades. Quatrièmement, il faut considérer le point d'enseignement différencié. Donc, il faut considérer l'enseignement différencié qui est une approche qui consiste à adapter l'enseignement en fonction des besoins, des intérêts et des niveaux de compétences des élèves. Cela permet de répondre à la diversité des apprenants. Et comme exemple, je citerai que dans une classe de langue, l'enseignant peut offrir différents niveaux de lecture et de tâches pour les élèves en permettant à ceux qui avancent plus rapidement de travailler sur les textes plus complexes, tandis que d'autres reçoivent un soutien supplémentaire. Un deuxième point qu'il faut considérer, c'est l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Et là, je dirais que l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication dans l'enseignement permet de diversifier les méthodes et d'enrichir l'expérience d'apprentissage. Et comme exemple, les enseignants peuvent utiliser des plateformes d'apprentissage en ligne pour donner des cours interactifs, des quiz qui permettent aux élèves d'apprendre à leur rythme et de recevoir une rétroaction immédiate. Comme anecdote illustrative, je pourrais dire que dans une classe
de 6e année, une enseignante a mis en œuvre un projet d'apprentissage par projet sur les énergies renouvelables, par exemple. Les élèves ont été divisés en groupes et ont dû concevoir une ville durable. Chaque groupe a présenté son projet à la classe expliquant les choix qu'il avait faits. Ce projet a suscité un vif intérêt chez les élèves et leur a permis de travailler des compétences en recherche, en présentation et en travail d'équipe. Quatrièmement, il faut aussi considérer l'évaluation formative. Et là, l'évaluation formative est une méthode d'évaluation continue qui permet de suivre les progrès des élèves et d'ajuster l'enseignement en conséquence. Comme exemple, un enseignant peut utiliser des quiz rapides à la fin de chaque leçon pour évaluer la compréhension des élèves et adapter ses prochaines leçons en fonction des résultats obtenus. Donc, la méthodologie d'enseignement joue un rôle crucial dans l'efficacité de l'apprentissage en adoptant des approches variées telles que l'apprentissage par projet, l'apprentissage collaboratif et l'enseignement différencié. Les enseignants peuvent créer des environnements d'apprentissage stimulants et inclusifs. Le 6e point à considérer dans la réalisation d'un curriculum, c'est l'évaluation et le suivi, bien sûr. Là, il faut développer des outils d'évaluation pour mesurer l'apprentissage des élèves et l'efficacité du curriculum. Il faut aussi mettre en place un système de suivi et d'évaluation continue pour ajuster le curriculum en fonction des résultats et des réussites ainsi que des retours d'expérience par les parties prenantes. L'évaluation et le suivi sont des éléments essentiels du processus éducatif. Ils permettent de mesurer les progrès des élèves, d'ajuster les méthodes d'enseignement et de garantir que les objectifs d'apprentissage sont atteints. Et maintenant, je vais citer quelques exemples et quelques détails sur les différentes formes d'évaluation, ainsi que des anecdotes pour illustrer leur importance. Premièrement, type d'évaluation. Et pour les types d'évaluation, comme tout le monde le sait, on a l'évaluation formative, l'évaluation sommative et l'évaluation diagnostique. Pour l'évaluation formative, elle est utilisée tout au long du processus d'apprentissage pour fournir un retour d'information sur la performance des élèves. Elle aide à identifier les forces et les faiblesses des élèves et à ajuster l'enseignement en conséquence. Comme exemple, on peut faire des quiz réguliers où chaque semaine on peut faire un quiz pour tester la compréhension des concepts enseignés. Un autre point aussi, l'enseignant peut faire des observations en classe où il peut observer les interactions des élèves pendant les activités de groupe pour évaluer leur engagement et leur collaboration. Pour l'évaluation sommative, elle se produit à la fin d'une période d'apprentissage. Pour évaluer la maîtrise des objectifs d'apprentissage, elle peut prendre la forme d'examen, de tests, de projets ou de présentation finale. Pour l'évaluation diagnostique, elle est réalisée avant l'enseignement pour évaluer les connaissances et les compétences préalables des élèves. Cela aide à adapter le contenu et les méthodes d'enseignement. Je cite par exemple comme un test de diagnostic où on le fait au début de l'année scolaire pour évaluer les compétences en lecture et en mathématiques des élèves. Un deuxième point qu'il faut considérer, c'est les techniques d'évaluation. Et là, je cite les rubriques d'évaluation. Ces rubriques fournissent des critères clairs pour évaluer le travail des élèves. Elles aident les élèves à comprendre ce qui est attendu et facilitent l'évaluation pour l'enseignement.
Par exemple, pour un projet de groupe, une rubrique peut inclure des critères tels que la créativité, la recherche, la collaboration et la présentation orale. Un deuxième point, il faut faire l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. Et là, il faut encourager les élèves à évaluer leur propre travail et celui de leurs camarades. Cela favorise la réflexion sur leur apprentissage et renforce leurs compétences critiques. Un autre point ou un troisième point, c'est le suivi des progrès des élèves. Et là, on peut utiliser des portfolios d'apprentissage où ces portfolios sont des collections de travaux des élèves qui montrent leur progression au fil du temps. Ils permettent aux élèves de réfléchir sur leur apprentissage et de voir leur amélioration. Deuxième point, c'est les conférences individuelles. Et là, il faut organiser des réunions individuelles entre enseignants et élèves pour discuter de leurs progrès, de leurs défis et de leurs objectifs. Cela renforce la communication entre l'enseignant et les élèves. Un quatrième point où je citerai une ou deux anecdotes illustratives. Et là, je pourrais citer l'anecdote où une enseignante de langue a mis en place des rubriques d'évaluation pour les essais de ses élèves. Lors d'un projet sur la littérature algérienne, les élèves ont pu se référer à ces rubriques pour s'auto-évaluer avant de soumettre leur travail final. Cela a non seulement amélioré la qualité des essais, mais a également augmenté la confiance des élèves dans leur capacité d'écriture, par exemple. L'évaluation et le suivi sont des processus continus qui jouent un rôle fondamental dans le développement des compétences et des connaissances des élèves. En utilisant les méthodes variées d'évaluation formative, sommative et diagnostique, les enseignants peuvent mieux comprendre les besoins de leurs élèves et ajuster leur enseignement en conséquence. Un septième point qu'il faut considérer lors de la préparation du curriculum, c'est la mise en œuvre et la formation des enseignants. Et là, il faut élaborer un plan de mise en œuvre qui inclut la formation des enseignants, la distribution des ressources et le soutien technique. Il faut aussi prévoir des ressources financières et matérielles pour assurer la réussite des programmes. Et là, je pourrais dire que la mise en œuvre d'un curriculum éducatif et la formation des enseignants sont des étapes essentielles pour garantir le succès du processus éducatif. Une bonne mise en œuvre assure que les objectifs d'apprentissage sont atteints, tandis que la formation des enseignants les prépare à appliquer les méthodes pédagogiques et à utiliser efficacement les ressources disponibles. Et là, je vais citer quelques exemples concrets et anecdotes pour illustrer ces étapes. Premièrement, la mise en œuvre du curriculum. Premier point, c'est la planification qui est cruciale pour déterminer comment le curriculum sera intégré dans le système éducatif. Cela comprend la définition d'un calendrier, la sélection des ressources et la formation des enseignants. Deuxième point, c'est l'adaptation aux contextes locaux. Et il est très important de contextualiser le curriculum pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région. Cela peut inclure l'intégration de la culture locale et les réalités socio-économiques. 3. Suivi et évaluation de la mise en œuvre. Et là, il faut mettre en place des mécanismes pour suivre la mise en œuvre et évaluer son efficacité. Cela peut inclure les observations en classe et des retours d'informations des enseignants et des élèves. Deuxièmement, la formation des enseignants. Et là, il faut organiser des ateliers de formation pour former les enseignants sur le nouveau curriculum et les nouvelles méthodologies d'enseignement. Ces formations doivent être pratiques et interactives. Deuxièmement, le mentorat et l'accompagnement. Et là, il faut mettre en place un système de mentorat où les enseignants expérimentés soutiennent les enseignants novices dans la mise en œuvre du curriculum. Troisièmement, la formation continue. Il faut assurer une formation continue pour les enseignants afin qu'ils puissent se tenir au courant des nouvelles tendances pédagogiques et des mises à jour du curriculum.
Comme anecdote, je peux citer dans une école primaire, un groupe d'enseignants a été formé à l'apprentissage par projet. Lors de la mise en œuvre, l'un des enseignants a décidé de créer un projet sur l'écosystème local des élèves. Les élèves ont travaillé en groupe pour construire des maquettes de leur environnement. Ce projet a non seulement suscité l'intérêt des élèves, mais a également renforcé la collaboration entre les enseignants de différentes matières qui ont intégré des leçons de sciences, d'art et de mathématiques. Quatrièmement, l'évaluation de la formation des enseignants. Il faut bien évaluer l'efficacité de la formation offerte aux enseignants en recueillant des retours d'informations et en observant les changements dans leur pratique pédagogique. De toute façon, la mise en œuvre d'un curriculum éducatif et la formation des enseignants sont des processus interdépendants qui garantissent le succès de l'éducation. En planifiant soigneusement, en adaptant le curriculum au contexte local et en offrant une formation pratique et continue aux enseignants, les écoles peuvent créer un environnement d'apprentissage efficace et enrichissant. Huitième et dernier point pour bien préparer ou faire un curriculum, c'est la révision et l'adaptation. Et là, il faut établir un processus de révision régulière du curriculum pour l'adopter aux changements dans la société, l'économie et les avancées pédagogiques. La révision et l'adaptation d'un curriculum éducatif sont essentielles pour garantir que le programme reste pertinent, efficace et adapté aux besoins changeants des élèves et des contextes éducatifs. Ce processus doit être continu et implique la collecte de données, le retour d'expérience et la collaboration entre les enseignants, les administrateurs et les parties prenantes. Et voici quelques détails, quelques exemples concrets, ainsi que des anecdotes pour illustrer son importance. Premièrement, le processus de révision. Collecte de données. La première étape consiste à recueillir des données sur l'efficacité du curriculum. Cela peut inclure les résultats d'examen, les évaluations, de la satisfaction des élèves, des observations en classe et des retours d'information des enseignants. Deuxièmement, l'évaluation des besoins. Il faut bien évaluer les besoins des élèves, des enseignants et de la communauté pour déterminer les ajustements nécessaires. Cela peut inclure des enquêtes et des groupes de discussion. Troisièmement, consultation des parties prenantes. Et là, il faut impliquer les enseignants, les administrateurs, les parents et les experts en éducation dans le processus de révision. Cela garantit que le curriculum répond aux besoins de toutes les parties concernées. Un deuxième point, c'est l'adaptation du curriculum. Et là, on commence avec le premier point qui est la mise à jour du contenu. Il faut actualiser les contenus et les ressources pédagogiques pour refléter les évolutions des connaissances, des technologies et des réalités socio-culturelles. 2. La modification des méthodes pédagogiques. Ici, il faut adapter les méthodes d'enseignement en fonction des besoins des élèves et des résultats de l'évaluation. Cela peut impliquer l'introduction de nouvelles approches pédagogiques. Troisièmement, l'évaluation continue qui consiste à mettre en place un système d'évaluation continue pour suivre l'efficacité des adaptations apportées au curriculum. Cela permet de s'assurer que les modifications ont un impact positif sur l'apprentissage des élèves. Et comme anecdote, je dirais que dans une école, les enseignants ont remarqué que les élèves avaient des difficultés à comprendre les concepts mathématiques en raison de la complexité du langage utilisé dans le curriculum. En réponse, un comité a été formé pour revoir les contenus. Ils ont simplifié le langage et inclus des exemples plus concrets et adaptés à l'âge.
Après la mise à jour, les résultats des tests en mathématiques ont montré une amélioration significative des performances des élèves. Un quatrième point, c'est l'importance de la révision et de l'adaptation. La révision et l'adaptation du curriculum sont essentielles pour maintenir la pertinence, répondre aux besoins des élèves et favoriser l'engagement. La révision et l'adaptation d'un curriculum éducatif sont des processus dynamiques qui garantissent que l'enseignement reste pertinent et efficace en collectant des données, en évaluant le besoin et en impliquant toutes les parties prenantes. Les écoles peuvent apporter des modifications éclairées qui améliorent l'apprentissage des élèves. Ceci met fin à notre épisode. Je vous dis bonne soirée et au revoir. À la prochaine et merci de votre attention et de votre écoute. Bye.